Dans cette édition, des phénomènes climatiques extrêmes provoquent des inondations, bouleversent le calendrier agricole et facilitent la prolifération des nuisibles. Pour faire face à toutes ces contraintes, la Guinée vient de mettre en place son cadre national des services climatologiques. À partir de quand et comment rendre opérationnel le poste de contrôle douanier juste à poser de Boundoufourou? La question était au centre des travaux des directeurs généraux des douanes guinéennes et sénégalaises. À l'issue des travaux, les deux parties s'engagent à rendre opérationnel le poste. Et puis lancement Faranan de la campagne de distribution gratuite des médicaments contre les maladies tropicales négligées. Les personnes âgées de 5 ans et plus sont concernées. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. À la une de cette édition, perturbation du calendrier agricole due aux méfaits du changement climatique, toutes choses qui engendrent la prolifération des nuisibles. Ce constat amène la Guinée à faire face à cette variation qui fait l'objet de la mise en place du cadre national des services climatologiques. Cet appui de la CEDEAO vise à améliorer la résilience des communautés vulnérables. Fodé Camara nous signe ce reportage. Les catastrophes naturelles telles que les inondations, sécheresses et cyclones tropicaux vont crescendo. Ces effets du changement climatique s'amplifient et le continent africain est l'un des plus vulnérables. Lors de la 3e conférence mondiale sur le climat, 150 pays et institutions internationales ont adopté un nouvel instrument de lutte. Un partenariat mondial qui se résume par la mise en place des cadres nationaux des services climatologiques. Il faut dire que ceci est une nouvelle vision qui veut en fait que les différents producteurs d'informations au niveau national, que ce soit par exemple les informations météorologiques, climatologiques, hydrologiques, puissent concevoir un cadre approprié afin de pouvoir travailler à élaborer des informations appropriées, les communiquer, les rendre disponibles et accessibles aux différents planificateurs et aux différents usagers qui ont besoin de ces informations pour la prise de décision et également pour accroître la productivité agricole. Après le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal, la Guinée est le 6e pays de la CEDEAO à mettre en place son cadre national pour les services climatologiques. Entre autres avantages, l'archivage et surtout la numérisation des informations climatologiques du pays qui ont débuté en 1897. Depuis 1897, et chez nous, en Guinée, nous disposons des informations qui sont stockées dans les armoires, dans des étagères. Et il est temps maintenant que ces informations-là soient valorisées pour que la communauté internationale, que les communautés les plus vulnérables, les décideurs et les politiques puissent s'en approprier afin de mieux planifier maintenant les différentes activités. Les informations météorologiques sont nécessaires pour de nombreux secteurs comme les transports, l'énergie, l'agriculture et la pêche. Des informations qui ne sont pas à la portée des populations guinéennes. Sur les ondes de la télévision nationale, les bulletins météo ne sont plus diffusés par manque d'équipement numérique. Ici, il y a l'insonorisation qui cause le problème le majeur de notre bureau ici. Il y a aussi les éclairages. Il y a aussi, maintenant, il y a l'éclairage surtout qui nous cause ici beaucoup de problèmes. Sinon, on diffusait la météo à tout moment. Nous rendons compte que c'est un service qui est vraiment le parent pauvre de ce département. Et il est en train de petit à petit se mourir. Et nous avons besoin vraiment de relancer ce secteur, de donner notre visibilité et faire en sorte que la météorologie, qui est au cœur de la lutte en faveur de l'environnement, soit un secteur qui bénéficie de l'attention et du degré de priorité qu'il doit avoir. Donc nous allons évidemment nous entretenir avec la direction, recenser toutes les difficultés, faire un état de lieu, un diagnostic correct de la situation actuelle. À partir de là, formuler des recommandations et trouver des solutions. Au-delà de la vulgarisation des informations climatologiques, la synergie entre l'agriculture et la météorologie reste l'autre défi à relever. Pour la campagne agricole 2018, sur toute l'étendue du territoire national, seuls 500 pluviomètres
ont été mis à la disposition des paysans pour leur permettre de cultiver en respectant scrupuleusement le calendrier agricole. Les cadres du ministère de la Jeunesse sont à Kindia pour élaborer le plan d'action 2018-2020. La rencontre a aussi permis de revoir certains éléments dans le fonctionnement du ministère et la réalisation des projets. Fatimatou Diallo, Tcherno Ousmane Diallo, reportage. La retraite de Kindia a permis au ministère de la Jeunesse d'harmoniser ses stratégies pour optimiser ses résultats et identifier les grandes actions à mener pour aider les jeunes à entreprendre davantage, à s'offrir les moyens de se développer. Elle intervient après que le ministre ait reçu sa lettre de mission. Il doit mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de jeunesse, un immense chantier au regard des multiples attentes. La problématique de la jeunesse figure à la première ligne de l'agenda gouvernemental. Le premier chef du gouvernement a dit que la création de l'emploi jeune constitue l'une de ses priorités. Et le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui d'ailleurs a dédié ses mandats aux jeunes et aux femmes, met les jeunes au cœur de sa vision, de sa stratégie de développement. Toutes les initiatives présidentielles aujourd'hui s'orientent et sont articulées autour des jeunes et dans tous les domaines. Ça ne se limite pas seulement à ceux qui ont les diplômes, les jeunes. Il y a aussi les jeunes qui n'ont pas été à l'école. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de diplôme qu'on va les laisser pour compte. On essaie de les regrouper et de les encadrer, de les former selon leur champ d'intérêt. Il faut les organiser en groupement d'intérêt économique, les former sur la gestion des petits projets et aussi des activités génératrices de revenus. Pour la réussite des projets qui vont être déroulés ou poursuivis, le ministère de la Jeunesse peut compter sur ses partenaires traditionnels qui, à cette occasion, renouvellent leur engagement à travailler à ses côtés pour le bien-être de la couche juvénile. De nouveaux projets sont appelés à voir le jour dans plusieurs secteurs pour offrir de l'emploi aux jeunes. Également, le renforcement des structures de jeunesse et des infrastructures figure parmi les actions à réaliser dans ce plan d'action 2018-2020. Aujourd'hui, les jeunes en Guinée, c'est 3,4 millions d'habitants, de citoyens qui sont en recherche d'espoir. On doit les accompagner. Donc, pour nous, c'est tout à fait naturel d'être aux côtés du ministère et particulièrement au moment où il réunit ses effectifs pour réfléchir sur sa démarche et pour améliorer son approche. Situé sur la démarche à suivre pour impulser une nouvelle dynamique au ministère de la Jeunesse dans le but de rendre ce département plus efficace à l'écoute des préoccupations de la jeunesse du pays. Et puis pour réussir une gouvernance participative au développement durable, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation mise sur la formation de 53 jeunes. Ces nouveaux secrétaires généraux des communes rurales du pays renforcent leurs compétences en matière des missions et attributions relevant de leurs compétences. Mohamed Lamine Camara. Quelques mois après avoir pris fonction, les nouveaux secrétaires généraux des communes rurales bénéficient déjà d'une formation en gouvernance locale. Ici, à Kindia, ils sont 53 jeunes administrateurs territoriaux à apprendre les b.a.-ba des missions et attributions relevant de leurs responsabilités. La démarche consiste à faire de ces jeunes cadres des acteurs privilégiés du développement à la base. Les 92 ont été repartis en 2 groupes. Et aujourd'hui, nous sommes avec les 53 pour leur formation sur, n'est-ce pas, les 4 thématiques. Et il fallait nécessairement, n'est-ce pas, la formation de ces jeunes cadres parce qu'ils viennent, n'est-ce pas, des différents services. Parce qu'il faut que ces jeunes sachent la différence entre la décentralisation et la déconcentration. Cette première vague d'agents de développement va pendant 3 jours se familiariser avec des notions sur les politiques de l'administration territoriale et de la décentralisation. Des modules qui seront dispensés par des hauts cadres de l'administration publique. La formation des cadres reste une priorité pour le département de tutelle. L'Agence nationale de financement, c'est 15% du revenu minier global de la Guinée, qui est dispatché par un système de péréquation entre les 304 communes rurales du pays, d'ailleurs toutes les communes du pays. Mais est-ce que vous allez envoyer des secrétaires généraux pour ce travail, en qu'ils ne soient à mesure d'aider la collectivité à monter ce que l'on appelle un plan de développement local
sans qu'il ne soit en mesure d'en faire l'extrait annuel qu'on appelle le plan annuel d'investissement. Ces jeunes secrétaires généraux pour qui le compte à rebours a commencé la mission de promouvoir la bonne gouvernance territoriale participative dans leurs communes rurales respectives reste désormais un défi à relever. Ne dit-on pas que les frontières séparent, mais les douanes rapprochent. La coopération se renforce entre les autorités douanières guinéennes et sénégalaises au poste de contrôle juxtaposé de Boundoufordou. Ce poste construit et inauguré en 2016 n'est toujours pas fonctionnel. L'état des lieux avec Mohamed Seyassouma. Inauguré en 2016, le poste de contrôle juxtaposé de Boundoufordou est encore inexploité. Ici, des bâtiments sont érigés pour les administrations douanières de la Guinée et du Sénégal, deux pays qui développent d'importants échanges commerciaux avec l'ouverture des frontières. La visite des locaux a permis d'évaluer les travaux complémentaires. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, endosse la facture. Ces travaux complémentaires portent sur la mise en place d'un bassin de décantation pour rendre l'eau consommable. Porte également sur l'équipement des bureaux en matériel informatique et en mobilier, mais également la dotation en équipement solaire pour suppléer le groupe électrogène qui est là. Donc, ce sont ces travaux complémentaires qui doivent être réalisés. La convention a déjà été signée, approuvée par le ministre des Finances du Sénégal et signée par le président de la commission. Il reste simplement maintenant à recevoir l'avis de non-objection et à lancer le marché. Avec cet appui institutionnel, les douanes guinéennes et sénégalaises souhaitent passer à la vitesse supérieure dans la régulation des frontières. Il sera essentiellement question de lutter contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Une stratégie qui doit être conforme aux principes de la CEDEAO relatifs à la libre circulation des personnes et de leurs biens, ce qui allie contrôle et facilitation. Avec ce poste et avec la ferme volonté et l'engagement des administrations des douanes, ils vont faire en sorte que ce soit des bureaux où on peut faire les opérations. Donc ça va mettre fin à des escortes. Parce que si les marchandises viennent de Guinée, on est souvent obligé de faire des escortes, soit jusqu'à Villengara, pour pouvoir faire les opérations de dédouanement. La réalisation du poste de contrôle juxtaposé de Boundoufordou est l'une des réponses à l'accord de 2013. Un accord signé à Conakry sur l'assistance mutuelle entre les administrations douanières de la Guinée et du Sénégal. Justement, pour rendre opérationnel ce poste de contrôle douanier, les directeurs généraux des douanes guinéennes et sénégalaises se sont penchés sur la question au pays de la Teranga. Les deux parties s'accordent sur la réalisation des travaux complémentaires pour minimiser les contraintes des frontières. Isidore Gonana, Nanamo de Tunkarata, reportage. C'est à Kaliforo, premier poste douanier sénégalais après la frontière, que les directeurs généraux des douanes guinéennes et sénégalaises se sont donné rendez-vous pour échanger sur les mesures à prendre en faveur de l'opérationnalisation du site de contrôle juxtaposé de Boundoufordou. Après 3 heures de discussions fructueuses, les directeurs généraux et leurs délégations respectives ont mis le cap sur Boundoufordou du côté de la Guinée pour rendre public le contenu du procès-verbal qui sanctionne les travaux. Un procès-verbal dans lequel les deux parties s'engagent à prendre des mesures pratiques et logistiques pour un démarrage effectif du site. Ce, à travers une commission technique mixte composée des représentants de toutes les parties au plus haut niveau, y compris la CEDEAO et l'UEMOA, partenaires financiers du projet. Les recommandations fixent même la date d'opérationnalisation des sites. Le résultat a été à la hauteur de notre attente, sinon même au-delà de notre attente, parce que nous avons fixé une date butoir. Nous avons dit que le 7 janvier 2019 devrait être la date à laquelle nous allons lancer les opérations de dédouanement des marchandises et les opérations de contrôle des passagers au niveau de ces postes de contrôle juxtaposés. Pour les autorités douanières, le fonctionnement de ce poste va renforcer davantage la coopération entre la Guinée et le Sénégal. En le faisant ainsi, soyez sûrs que ce sera un grand bénéfice pour tout le monde. Ce qui se fait en Guinée en douane, c'est ce qui se fait au Sénégal. Donc il n'y a aucune différence, c'est juste un problème de volonté politique
de vouloir se serrer les coudes au grand bénéfice donc de nos peuples et de nos pays. La sécurisation du site avant son occupation par les soldats de l'économie sera assurée par les préfets de Koundara, Guinée et de Vélingara, Sénégal. Des autorités locales qui attachent du prêt à ces projets. Sur le plan économique, ça rapportera à l'État guinéen et à l'État sénégalais des avantages. Là, il n'y a plus d'évasion fiscale. Parce que quand vous rentrez de l'autre côté, vous sortez de l'autre côté, vous êtes suivi. Donc pour moi, c'est une fierté. Et franchement, je suis très content, mais en demandant, une fois de plus, à nos autorités respectives de tout faire procéder à l'inauguration de cet édifice-là. Nous sommes venus ici sur instruction de nos autorités supérieures. Donc ça signifie que c'est une question qui leur tient à cœur. Donc, et que nous nous sommes chargés maintenant d'opérationnaliser ce centre-là à travers les instructions que nous avons reçues d'eux. Donc c'est effectivement des autorités qui sont très engagées pour qu'effectivement qu'il y a dynamique, qu'il y a au niveau des populations, que les administrations des deux pays ne puissent pas être en reste, Inch'Allah. Aux agents futurs occupants de ce poste de contrôle juxtaposé, les directeurs généraux des douanes guinéennes et sénégalaises ont tour à tour rappelé les grandes missions du douanier, dans l'espoir qu'avec l'appui des présidents Alpha Condé et Macky Sall, le coup d'accélérateur qu'ils viennent de donner au projet va très bientôt amener douaniers guinéens et sénégalais à travailler main dans la main sur des bases de données communes dans l'intérêt des deux pays. Restons au pays de la Teranga où la 10e Assemblée générale du réseau africain des fonds et institutions de formation professionnelle a pris fin. Plusieurs sujets ont été débattus par les experts de la formation professionnelle, notamment la problématique des caisses. Des propositions ont été faites pour résoudre l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Moussa Komara est notre envoyé spécial. Le réseau africain des fonds et institutions de formation professionnelle peine à atteindre ses objectifs. Et pour cause, le non-versement intégral des taxes payées par les entreprises assujetties, la modicité des ressources allouées, le recouvrement des taxes par les impôts et l'unicité des caisses. Cette 10e Assemblée générale est l'occasion pour ces délégués des 12 pays membres de se faire entendre. Avec ce système d'unicité de caisse, et vous vous souviendrez que nous avons été les premiers à féliciter le gouvernement pour l'instauration et l'application de l'unicité de caisse. Mais il se trouve que sur le plan opérationnel, ça ne marche pas comme on nous l'avait promis. Et ces difficultés ralentissent le fonctionnement de l'ONFP, ce qui fait qu'en sorte que nous sommes en porte-à-faux avec nos engagements vis-à-vis de nos cibles. Remarquez qu'il y a des entreprises qui contribuent, pour lesquelles nous ne pouvons pas faire de la formation. Il y a des jeunes diplômés sans emploi qui sollicitent des formations et au moment où elles le sollicitent, nous ne sommes pas en mesure de financer ces formations pour la simple bonne raison que le système est lent sur le plan opérationnel et que ce n'est pas efficace. Le Burkina Faso vit essentiellement sur la base en fait d'une subvention qui est modeste, qui ne permet pas de satisfaire l'ensemble des besoins des entreprises, notamment les plans de formation entreprise, les projets collectifs de formation qui s'adressent au monde communautaire notamment. Donc c'est le problème aujourd'hui, c'est la disponibilité des ressources pour financer. En quête de solutions, le réseau décide d'élaborer un document de portée générale qui sera soumis à la prochaine réunion des ministres de la formation professionnelle en septembre prochain. Ainsi, le partenariat avec le secteur privé va être renforcé et un cadre de concertation sera créé. Sa mission, sillonner tous les pays membres pour tenter de convaincre les dirigeants au plus haut niveau sur la nécessité d'autonomisation des fonds de formation professionnelle. Le Sénégal, lui, n'est pas sur cette orbite. Vous savez qu'au Sénégal, le président de la République a pris la décision historique de reverser l'intégralité de la taxe à la formation professionnelle. Nous osons espérer que notre réseau portera le plaidoyer nécessaire pour que tous les pays africains fassent la même chose. Une chose est de décider de reverser la taxe, une autre chose est de la recouvrer. Ce combat, j'allais dire ces deux combats, doivent constituer quand même le cheval de bataille de notre réseau pour faire comprendre aux décideurs qu'aujourd'hui, la question du recouvrement de la taxe et la question du reversement intégral de la taxe est la solution pour donner à nos jeunes les qualifications dont ils ont besoin
pour entrer dans le marché du travail. À l'issue de ce rendez-vous de Dakar, le bureau exécutif est renouvelé. Le Nigérien Lawal Germal est élu avec 4 autres membres pour diriger l'institution pour un mandat de 3 ans. Retour chez nous en Guinée, tout en restant dans le même dossier. Les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle se concertent à Kindia sur l'adaptation des programmes de formation aux besoins du marché de l'emploi. La rencontre va déboucher sur la validation d'un guide d'évaluation des institutions d'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Reportage Fatimatou Diallo dans un commentaire de Saliouba. Dans son processus de développement économique et social, la Guinée veut s'appuyer sur l'enseignement supérieur et la formation professionnelle pour la réalisation de ses projets. À Kindia, les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle se concertent sur la qualification des offres de formation. L'enjeu est de lier la formation aux besoins du marché de l'emploi. L'objectif de cet atelier de partage et de validation des référentiels et des guides est d'impliquer toutes les parties prenantes à toutes les étapes du processus de finalisation du projet élaboré par le consultant recruté à cet effet avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. L'assurance qualité, c'est une pratique nouvelle dans la zone qui demande quand même la maîtrise de certains procédés techniques, quoi, on parle d'expertise, que nous avons eu aussi par le benchmarking, les voyages d'études, parce que les bonnes pratiques sont partagées partout dans le monde, que ce soit dans les pays avancés ou dans les pays en développement comme le nôtre. Donc c'est là aussi nous venons l'apporter à l'ANAQ de Guinée. Cette rencontre devra permettre aux participants de valider un guide d'évaluation de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. L'objectif est d'harmoniser les programmes de formation, mais aussi les conformer aux standards internationaux. Dans cette mission, le ministère de l'Enseignement supérieur bénéficie de l'appui du programme Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes et la Banque mondiale. La composante 3 du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes consiste en l'appui institutionnel, c'est-à-dire mettre en place les outils nécessaires pour aider les 3 ministères à bien accomplir leur mission dans le cadre de l'emploi et l'employabilité des jeunes. Cet atelier a pour objet de partager et de valider ces outils et qui, une fois validés, seront dans les 5 prochaines années appliqués pour évaluer, pour accréditer, pour habiliter les institutions d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et les institutions de recherche. Pour qualifier l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, il est créé l'année dernière l'Autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche. L'université de Kindia a fermé ses portes avec de belles perspectives pour l'année 2018-2019. Il s'agit notamment de l'ouverture d'une chaire UNESCO pour la protection de l'environnement et l'opérationnalisation de l'école doctorale. Les premiers lauréats de cette année sont célébrés par le rectorat et le corps professoral en présence des autorités du département de tutelle. Mohamed Sankom. L'école doctorale de l'université de Kindia sera opérationnelle les prochains jours. Les bases de cette nouvelle donne sont posées en collaboration avec l'université française de Nantes. Lamine Mansaré est le premier produit de ce partenariat. Il reçoit solennellement son diplôme de doctorat qui ouvre la porte à d'autres enseignants-chercheurs de Kindia. Désormais, l'université de Kindia est autorisée à créer une école doctorale et à délivrer des diplômes de docteur. Et que ces diplômes de docteur doivent être reconnus au plan international, surtout dans toute la communauté de l'Union européenne. 18 autres enseignants-chercheurs de cette université sont admis au master dans d'autres universités partenaires. Les portes du doctorat leur sont ouvertes et peuvent postuler dès 2019 au nom du partenariat entre les universités de Kindia et de Nantes, le tout sous la couverture de la coopération française. Cette cérémonie coïncide avec la fin du cycle des 1500 étudiants de la 9e promotion LMD, licence 3 pour les facultés des sciences sociales, des langues et lettres, des sciences économiques et gestion et la faculté des sciences.
Le taux de réussite est de 92,21%. Le marché d'emploi en Guinée, ce n'est pas facile, mais avec le courage, la persévérance, je sais, en croyant à mes formations reçues, je crois que je vais affronter ça avec courage et ça va aller, Inch'Allah. Kindia est fier de son université qui change de visage et améliore le contenu académique de la formation. Je vous ai dit que je suis en train de bâtir l'université du 21e siècle. Ce n'est pas un vain mot. Je m'y attache et j'y conduirai ce bateau jusqu'au bon port. Donc les prochains jours, qualification, discipline et la qualité de l'enseignement. Fini donc les cours pour cette année académique 2018-2019. Les créneaux de formation sont ouverts à tous. À chacun d'en tirer le maximum de profit pour s'inscrire dans la logique des réformes engagées par Dr Jacques Kourouma. À la page santé, lutte contre les maladies tropicales négligées, la campagne nationale de distribution gratuite de médicaments a été lancée à Farana. Les maladies parasitaires et infectieuses constituent un problème de santé publique. Les personnes âgées de 5 ans et plus sont concernées par cette campagne de masse. Moussa Bangoura nous fait le point. Sankaran, les maladies dites tropicales négligées fragilisent le système de couverture sanitaire. Ce jour, les autorités locales et les populations accueillent favorablement cette campagne de distribution gratuite de médicaments. 4 maladies sont ciblées par ces produits: la filariose lymphatique, l'onchocercose, la cécité et les parasites intestinaux. Dans le cas d'espèces pour Farana, il s'agira de ce que nous avons appelé ici la triple administration d'albendazole, de praziquantel et de l'ivermectine. Ici, c'est donc une grande première en Guinée. En général, c'est un traitement très efficace et sans danger. Ça nous permet une réduction des coûts programmatiques d'environ 40% et il est efficace. Plus de 200 000 personnes vivant dans les 24 districts sanitaires de la région seront touchées par la campagne. Toute personne âgée de 5 et plus bénéficiera de sa dose de traitement préventif. Notre attente, c'est que la population puisse accueillir ces gens qui vont aller leur donner ce traitement. C'est un traitement gratuit, c'est un traitement très bénéfique parce que c'est un traitement qui va les débarrasser de ces maladies. Parce que l'objectif à atteindre maintenant, c'est arriver à éliminer ces maladies au sein de ces communautés. Nous remercions très sincèrement l'équipe qui a fait le suivi, le lancement de l'opération, et je crois que les journées qui viendront, qui vont suivre cette opération, seront profitables pour chacun et pour tous. L'USAID et la Fondation Hélène Keller International accompagnent le gouvernement dans cette campagne de lutte contre ces maladies tropicales négligées, des maladies qui touchent plus de 2/3 de la population guinéenne. Venons-en à la rubrique Guinée en bref qui vous parvient sous forme de télégramme. Suivez. À travers cette conférence débat, le cercle de réflexion et d'action explique à la jeunesse de Matam que subventionner le carburant pèse énormément sur les recettes de l'État. Avec des arguments, cette plateforme invite syndicats, gouvernement à privilégier le dialogue en faveur d'une sortie rapide de crise. Calculez les pertes que l'État subira. Je vous ai dit que si le carburant est à 8 000, n'arrange pas le bas peuple. Ça profite aux industriels. L'État perd chaque mois 735 milliards par rapport à ces subventions-là. Ces pertes-là, ni toi, ni le journaliste n'en bénéficient. Parce qu'aucun d'entre nous n'utilise 100 litres par jour. Non, c'est les industriels. Si nous prenons aussi les pays limitrophes, nos voisins qui sont là-bas, tous ceux-ci prennent du carburant chez nous. C'est les Guinéens qui en bénéficient ou les étrangers? Non, non. Il faudrait que nous comprenions qu'aucun gouvernement n'est contre son peuple. La situation actuelle du pays, due au réajustement du prix du carburant, préoccupe la coalition des jeunes femmes cadres de Guinée. À travers une déclaration, ces femmes issues des 4 régions naturelles du pays appellent gouvernement, syndicats et société civile au dialogue. Guinéennes et Guinéens, des 4 régions naturelles, de toute obédience religieuse, politique et culturelle. La situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays
due à l'augmentation du prix du carburant à la pompe nous interpelle tous. Nous, femmes de Guinée, sommes inquiètes et angoissées puisque nous n'avons pas encore ôté nos tenues de veuvage de nos maris décédés lors des grèves précédentes. Endeuillés par la disparition tragique et cruelle de nos enfants, arrachés à nos affections. Devons-nous nous attendre encore à d'autres tragédies? Nous disons non, non et non. Gouvernement, syndicats, société civile, les femmes de Guinée, conscientes des efforts fournis de part et d'autre, vous interpellent face à cette nouvelle crise qui pointe à l'horizon. Au nom de la paix et de la quiétude sociale, nous demandons aux gouvernants, gouvernés, syndicats et sociétés civiles de faire chacun une concession pour permettre aux fidèles musulmans et chrétiens de s'acquitter de leurs devoirs religieux. À date, le secrétariat général des affaires religieuses a déjà signé les contrats de logement, de restauration, de transport et de tous les prestataires assortis de paiement d'avance et de calendrier. Les troubles de la semaine dernière ont considérablement affecté le chronogramme de la phase aller du pèlerinage musulman. Le départ du premier convoi prévu pour le 27 juillet a été reporté au 30 juillet 2018. Par ce motif, nous demandons respectueusement aux différents composants de la crise de permettre à nos compatriotes de participer aux opérations du pèlerinage 2018. Les pèlerinages sont des rendez-vous planétaires qui n'attendent pas et se passent une fois dans l'année. Gouvernants, gouvernés, sociétés civiles, syndicats et autres acteurs sociaux, pouvez-vous prendre la responsabilité devant le Tout-Puissant Allah et devant l'histoire de la non-participation de la Guinée au Hajj 2018? Encore une fois, je vous exhorte à la retenue, à la tolérance, à la compréhension. Seules les calamités naturelles peuvent empêcher à nos compatriotes de manquer à ce rendez-vous planétaire musulman et chrétien. Pour le développement socio-économique des Balia, dans la préfecture de Kouroussa, les fils ressortissants se retrouvent pour implorer la grâce divine. Cette lecture du Saint-Coran à Amdalaï s'inscrit dans cette logique. La démarche vise à renforcer la fraternité entre les différentes couches sociales de la localité. Compte tenu de la conjoncture, compte tenu de tout ce qui se passe maintenant, nous avons décidé, au nom de la communauté de Balia, qui regroupe plusieurs sous-préfectures, de procéder à cette lecture du Saint-Coran pour d'abord l'unité du pays, pour l'instauration de la paix ou le renforcement, si vous voulez, de la paix dans notre pays et pour le bonheur et la prospérité de tous les fils du pays. La 21e édition de la Coupe du Monde a pris fin ce dimanche à Moscou. 20 ans après, le souhait des Bleus se réalise. Le sacre a été décroché ce soir. La Croatie n'a pas démérité, mais elle s'est tout de même inclinée devant le meilleur de cette Coupe du Monde sur le score de 4-2. Voyons comment les ressortissants français célèbrent cette victoire à Conakry avec Mabel.